Maintenant, nous, on a choisi aujourd'hui, avec Stéphane, de s'intéresser un petit peu plus aux équipages. Parce que qui dit Toyota, Porsche, Ferrari, Peugeot, Cadillac, dit pilote de pointe. Et on a quand même quelques doutes sur certains équipages. On va en parler. On a fait un classement par étoile, Stéphane. Oui, alors, je te Toi qui es disais... un grand habitué des palaces, tu mets des étoiles. Je sais pas t'as mis ça, oui, on a donné 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles globalement aux 7 marques et leurs équipages. Mais voilà, on disait que la Toyota restait la référence et les équipages sont juste incroyables aussi chez Toyota. On en a deux, Conway Kobayashi Lopez et Buemi Hartley Hirakawa, ce sont que des vainqueurs des 24 heures du Mans. Sur la numéro 7, il y a 4 titres au Mans. Et sur la numéro 8, il y en a 8, Ah ouais. tout simplement. Alors, c'est absolument impressionnant. Là, c'est l'équipe de rêve, je dirais, avec 2 équipages, et ça sera l'équipe à battre. Et bon, je suis un petit peu surpris, on en reparlera après, que les nouveaux entrants ne soient pas allés chercher des pilotes un petit peu plus clinquants. En fait, c'est ce qui nous a donné envie de faire ce classement des équipages. Je mets quand même un tout petit avantage à la numéro 8, Buemi, Hartley, Hirakawa. C'est pour moi un tout petit peu plus rapide intrinsèquement que Conway, Kobayashi, Lopez, mais ça se joue vraiment à une fraction de points. Ensuite, donc les 2 équipages Toyota, pour nous, sont à 5 étoiles. Pour nous, ce sont les 2 meilleurs équipages. Ensuite, il va y avoir les équipages auxquels on a attribué 4 étoiles. Et là, ils sont quand même plusieurs, à commencer par les 2 équipages Peugeot, Stéphane, avec d'un côté Paul Di Resta, Michael Jensen, Jean-Éric Vergne qui piloteront la 93, et Loïc Duval, Gustavo Meneses et Nico Müller pour la 94. Je trouve que ça a vraiment de l'allure. Et souviens-toi d'ailleurs, ils avaient pris aussi Kevin Magnussen à la base. Donc ça, c'était encore un bon choix. Et ils avaient ferré quand même des bons pilotes. Et alors, bon, c'est le petit côté cocardier qui parle, mais on a 2 pilotes français, un dans chaque équipage d'ailleurs. Ça veut dire que si Peugeot gagne... Tu sais pourquoi il y a un Français dans chaque équipage? Parce que moi, honnêtement, j'aurais quand même bien voulu voir Loïc Duval, Jean-Éric Vergne et Paul Di Resta ensemble sur la même voiture. Sauf que dans les souvenirs de Peugeot, il y a une sorte de brûlure qui est cette victoire en 2009 où la seule Peugeot où il n'y avait pas de Français à son volant s'est imposée, et ça avait été terrible pour Peugeot, qui n'avait pas pensé à cette éventualité. L'équipage qui s'était imposé était un petit peu mis de côté. Je ne sais plus quel était leur surnom, mais c'était pas très valorisant. Les vieux briscards, c'est ça. Et ils avaient fait un sacré numéro pour finalement s'imposer. C'est ce que fait Toyota de toute façon. Ils mettent un pilote japonais dans chaque voiture, et quand il y a Nakajima qui prend sa retraite, eh bien ils ont Hirakawa qui est dans la manche et qui saute dans la voiture et qui gagne l'année dernière. Entrée de jeu. Donc effectivement, pour le retentissement, les besoins de notoriété de la marque, c'est vrai que là tu parles tout de suite à ton public. Donc non, mais je trouve que ça a vraiment de l'allure, c'est bien. Moi j'attends de voir ça avec impatience. Et puis Loïc Duval, vainqueur des 24 heures du Mans aussi. Bon, tout ça c'est sérieux, c'est bien. Ça matche pas avec les équipages Toyota qui sont vraiment rodés, qui sortent de 4 titres mondiaux, pilotes et constructeurs. Mais bon, déjà, on sent qu'ils montent en puissance. Parmi les équipages qui ont 4 étoiles, à notre avis, il y a Porsche Penske avec Kevin Estre, André Lauterer et Lorenz Vanthoor. C'est pour moi, je vais te dire, de la même manière que je mets un petit plus du côté de la Toyota numéro 8, je pense que dans ceux qui ont 4 étoiles, c'est fort, et c'est pour moi un petit peu au-dessus par rapport aux équipages Peugeot, à égalité avec un autre équipage, cette fois chez Cadillac, Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook. Là, il y a du très solide. Entre Bamber et Lauterer, là, il y a vraiment des pilotes qui sont exceptionnels. 3 fois vainqueur, Lauterer, des 24 heures du Mans, Bamber 2 fois. Je suis assez étonné. Et puis, les chronos, de toute façon...
Alors, les résultats des 24 heures de Daytona, plus déjà le prologue de Sebring montrent que la Cadillac, elle est prête. Hein. C'est absolument impressionnant. Et attention, parce que là, on ne parle que des équipages qui vont faire le championnat du monde. On n'a pas ajouté les voitures supplémentaires qui viendront faire les 24 heures du Mans. Par exemple, il y aura une troisième Porsche qui viendra rouler aux 24 heures du Mans. Il y aura une deuxième Cadillac dans laquelle on va retrouver Sébastien Bourdet, notamment. C'est pas officiel, mais oui. on peut espérer, dans cette logique, ça travaille déjà d'un bon résultat. Voilà, c'est ça. La voiture qui roule en IMSA, on devrait la voir au Mans. Donc, il est sur la liste officielle des partants qui a été établie il y a quelques jours par la CO. Hein, donc, a priori, il sera là. Voilà, ça, c'est des équipages très, très solides. Et puis, il y a la Glickenhaus avec un autre ancien vainqueur, français d'ailleurs, Romain Dumas, associé à Olivier Plat et Ryan Briscoe. Bon, l'inconnu, c'est de savoir ce que vaut encore cette Glickenhaus qui n'est pas une voiture hybride, quelle place elle va avoir à jouer face... Il n'y a pas de problème de fiabilité. Face à une concurrence qui est quand même beaucoup plus importante que l'année dernière. C'était un podium l'année dernière. Maintenant, comme tu dis, la concurrence, là, il y a une densité qui est tout autre. Mais c'est sympa de voir aussi deux pilotes français, parce qu'il y a Olivier Plat avec Romain Dumas dans cette voiture qui manque certainement de roulage encore, mais écoute, tout ça, ça va... Alors, ils n'ont pas de système. Non, c'est pas une voiture hybride. Voilà, non, tout à fait. Donc, c'est ça un petit peu le côté curieux. Mais c'est un petit peu le facteur X maintenant de cette manche d'ouverture à Sebring. Et alors, ensuite, on a les équipages à 3 étoiles. Je suis un petit peu embêté parce que. On parlera de Ferrari à la fin. oui. Parce que vous aurez noté qu'on n'a toujours pas évoqué les équipages Ferrari. L'autre équipage Porsche Penske avec Dean Cameron, Michael Christensen et le français Fred Makowiecki. Moi, je le vois pas loin des 4 étoiles, mais on l'a laissé à 3. Et puis Fred qui a conduit tout le développement de la Porsche aussi, donc il la connaît par cœur cette voiture. Mais c'est vrai que le fait que ce soit 3 débutants quand même au plus haut niveau dans la catégorie N, ça les met un petit peu en retrait. Mais là encore, je pense que sur Sebring et sur les courses suivantes et encore plus au Mans, on sera surpris du potentiel de certains pilotes. On les évalue comme ça pour l'instant, mais on demande qu'à avoir des bonnes surprises. Ouais, Christensen, Mako, c'est vraiment un équipage qui était absolument fabuleux chez les GT Pro. Et on peut imaginer qu'ils vont très très vite apprendre, qu'ils ont déjà appris très très vite comment piloter un proto. Donc voilà, c'est 3 étoiles, mais on n'était pas loin des 4. Voilà, exactement. Avant de parler de Ferrari, on va parler quand même d'un équipage où il y a un champion du monde de Formule 1, le retour de Jacques Villeneuve au Mans chez Van Wall, avec un Français, Tom Dillman. Alors entre nous, Stéphane, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas proposé un volant dans une équipe qui est capable de gagner les 24 heures du Mans à Tom Dillman. C'est pour moi un des scandales. Jacques Villeneuve au Mans, c'est toujours énorme. Mais bon, 52 ans, quand même, c'est ça le petit problème, on va dire. C'est un énorme défi. Ça ressemble un petit peu au rêve ultime de triple couronne. Il a été champion du monde de Formule 1, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Et s'il gagne les 24 heures du Mans, ça lui fera la triple couronne. Il n'y a qu'un pilote qui a réalisé ça, c'est Graham Hill dans l'histoire des sports mécaniques. Donc c'est ce qu'on lui souhaite, mais bon, c'est quand même une cote gigantesque. Grosse cote, hein, quand même. Surtout que cette voiture n'a pas de système hybride. Donc je ne sais pas quelles circonstances il faudrait pour qu'elle soit sur le devant de la scène au Mans. Grosse cote, voilà. Et puis Guerrieri qui débute aussi. Mais bon, c'est toujours bien de voir des belles marques comme ça, enfin un nom évocateur dans l'histoire de la Formule 1 aussi. Van Wall, ça parle un petit peu aux gens qui connaissent un petit peu la Formule 1 des années 50-60, mais en tous les cas, bon, on verra ce que fait Jacques Villeneuve dans cette voiture. Et on termine par Ferrari, voilà, les deux équipages Ferrari, qui eux aussi, alors pour Villeneuve, Guerrieri, Dillman, on a mis 3 étoiles, donc comme pour Dean Cameron, Michael Christensen et Fred Makowiecki. Puis donc il y a aussi ces deux équipages Ferrari, où alors là, on a annoncé la couleur finalement très très vite chez Ferrari en disant on prendra que des pilotes qui viennent de notre giron. Ouais. Alors on a un petit peu rêvé, franchement, honnêtement, moi j'étais de ceux-là, quand Charles Leclerc a dit je rêve de faire les 24 heures du Mans avec Ferrari. Quand on a vu que les 24 heures du Mans étaient sur un week-end qui n'était pas en concurrence avec la Formule 1, on s'est dit là, ils ont tout bien fait, mais
je dirais que Leclerc et même Sainz, hein, qui étaient peut-être éligibles aussi, parce qu'ils ont dit on ne prendra que des pilotes sous contrat Ferrari. Donc tous les pilotes Ferrari qui roulent régulièrement et qui ont un attachement à cette marque sont éligibles pour un baquet au Mans et en championnat du monde WEC cette année. Bon. Eh ben non. Alors, on a été refroidi assez vite parce qu'ils ont dit prime, je dirais, à la fidélité. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce projet Ferrari. J'y reviendrai juste après, mais ils se sont engagés dans une formule de réglementaire où on dit on fait tout nous-mêmes. Voilà, c'est le label Ferrari, tout sous un toit. Et puis on prend les pilotes du cru. Alors, ça ne fait pas des noms qui sont très très impressionnants. Antonio Giovinazzi, on le connaît. Il a eu un parcours chez Alfa Romeo. En Formule 1. Ça s'est terminé un petit peu. Expérience décevante en Formule E. Et peut-être qu'il a trouvé finalement son moyen d'expression ici. Je pense qu'il est passé en Formule E pour attendre ce volant en endurance. Je pense quand même que dans l'esprit, il espérait y rester, mais il a été particulièrement décevant. C'est assez étonnant, mais je m'attendais à d'autres noms. Mais à partir du moment où on nous avait dit que ça serait des pilotes du cru, alors on a équipage de la numéro 50, Foucault, Molina et Nielsen. La 51, donc Giovinazzi, avec Pierre Guidi, qui a été 4 fois, je crois, vainqueur des 24 heures du Mans en GT. J'ai pu, mais c'est un palmarès exceptionnel, avec James Calado d'ailleurs. Exactement. Donc ça, c'est quand même du solide. Mais j'ai remarqué quand même une phrase de Antonello Coletta, donc le directeur d'équipe de AF Corse, qui est l'équipe en fait qui soutient le programme officiel. Il a dit il va falloir que ces pilotes fassent leurs preuves pour rester dans l'équipe à l'avenir. C'est-à-dire que ces pilotes viennent du GT globalement, et que là maintenant il y a un step quand même, il y a un pas à franchir. Il va falloir quand même qu'ils méritent maintenant leur place à long terme, je dirais sur le terme chez Ferrari. Et là, il y a un petit doute. En tous les cas, il aura mis un coup de pression, hein, clairement. Et c'est vrai que je m'attendais à des noms un petit peu plus ronflants. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est sûr que quand on voit Ferrari revenir en catégorie reine, on a forcément pensé. Moi, j'ai forcément pensé à un équipage Leclerc, Sainz, Giovinazzi. Ouais. Alors ça sera peut-être pour l'avenir, parce que globalement, ils sont là un petit peu pour essuyer les plâtres, on va dire. C'est-à-dire qu'on démarre. Et d'ailleurs, James Calado l'a dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit devant ou à ce qu'on casse tout d'entrée. Il a commencé déjà à en casser une de Ferrari. Tout à fait. Mais globalement, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que là, ce retour après 50 ans d'absence, ce n'est pas le retour de la Scuderia, c'est le retour de Ferrari avec une structure privée, je dirais, AF Corse, qui est Amato Ferrari, qui a monté cette équipe qui gérait au début des années 2000 le trophée Maserati et qui avait engagé en GT la superbe Maserati MC12, et puis qui s'est tourné ensuite vers la marque Ferrari pour rouler en GT. Ça fonctionnait très très bien, mais je dirais que c'est pas Maranello qui est derrière tout ça. Et je sais pas toi, mais j'ai été un petit peu surpris de certains choix. Ils ont dit aussi, ils ont regardé sur le choix de motorisation V6, V8, V12. V12 quand même, faut avoir du cran pour venir avec un V12. Hein. Et là, ils ont choisi le V6. Ils nous disent pour des questions marketing. Et là, j'ai été un petit peu surpris parce que quand tu essaies quand même de gagner au Mans, tu ne vas pas juste parce que pour dire l'architecture de notre moteur, c'est l'architecture de la prochaine 296 du groupe 3 de l'année prochaine. C'est un petit peu surprenant et je me demande s'ils vont pas un petit peu revoir leur copie rapidement, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc tant mieux. Je pense pas qu'ils revoient l'architecture du moteur parce que ça, c'est le V6, c'est évidemment le moteur à combustion et avec l'hybride, il a quand même une importance un petit peu moindre. Je partage pas tout à fait ton avis sur le fait que ça soit moins bien, que ça soit pas fait à Maranello, parce que pour tout te dire, l'aventure de Peugeot à la fin des années 2010. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, je pense qu'elle aurait été mieux gérée si on avait confié cette équipe à un Henri Pescarolo, par exemple, qui a, de la même manière que Porsche est venu très très longtemps sous l'étiquette Yost, et ensuite ça a été repris par Audi. Honnêtement, je pense que c'est pas une mauvaise idée quand même de s'en remettre à une structure qui a l'habitude de faire de l'endurance. Le châssis, c'est un châssis d'Alara, donc on sait faire des prototypes. On va voir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une pression absolument colossale, et ça s'est vu d'ailleurs là, l'erreur de James Calado à Sebring.
c'est pas un hasard, hein, c'est parce qu'ils savent qu'effectivement, les pilotes, il y en a beaucoup qui vont vouloir venir prendre leur volant, et il va y avoir une pression sur les épaules de ces pilotes Ferrari énorme, et ça peut se retourner contre eux. Mais donc, ces deux équipages Ferrari ont donc obtenu 3 étoiles dans notre classement. Alors, ça, c'est notre classement à Stéphane et à moi. Vous pouvez faire le vôtre, le mettre sur le hashtag les fous du volant. Vous êtes tout à fait aussi légitime que nous. Hein, Et puis on regardera ça, puis on verra ce que ça donne à peu près dans 6 mois, quand les premières courses seront passées, quand les 24 heures du Mans ont lieu. Et puis là, dimanche soir des 24 heures du Mans, on regardera ça. Tout à fait. Voilà donc. Mais en tous les cas, c'est énorme en sport automobile d'avoir Ferrari en Formule 1, évidemment, qui joue les premiers rôles et qui est de retour aussi au Mans. Voilà, tout à fait. Et au Mans, évidemment. Le rendez-vous quand même qu'on vous donne, le départ, ça sera vendredi, donc à 17h. On sera sur l'antenne d'Eurosport une demi-heure avant, notamment avec Paul Belmondo et Franck Lagorce, pour se mettre dans l'ambiance de ces 1000 miles de Sebring qui ouvriront donc le calendrier du championnat du monde 2023 d'endurance.